Je fais partie du théâtre niçois de Francis Viard, que certains connaissent peut-être aussi. Et à sa mort, son fils, Pierre-Louis Gague, a eu la responsabilité de diriger son théâtre. Et, une question se posait alors, qu'allons-nous jouer? Jusqu'à présent, le répertoire était des créations de Francis Gague, et là se trouvait un point de rupture. Continuer à jouer ces pièces, ou alors laisser mourir le théâtre. Or, il se trouve que parmi nous, bien cachés, parce que nous ne les connaissions pas, se trouvaient des auteurs, des traducteurs et des metteurs en scène. Alors, quelques propos sur la traduction de pièces en théâtre niçois. Considérant que la lecture est un moyen de communication, le traducteur fait office de lien entre une langue de départ et une langue d'arrivée, ce qui implique deux personnages distincts, l'écrivain et le lecteur. La littérature est la manifestation d'une culture créatrice et imaginative qui va servir au romancier pour ses romans et à l'auteur pour ses pièces théâtrales. Considérons les œuvres comme entrées dans le domaine public pour être enraillées. Le traducteur de romans est quand même tenu de retranscrire à la lettre l'histoire du livre qu'il traduit, d'en respecter la trame, l'idée principale, sous peine d'écrire une histoire tout à fait différente d'un nouveau livre. Le traducteur d'une pièce de théâtre, tout en respectant le fil rouge d'une histoire, peut en adapter le déroulement en laissant libre cours à son imagination afin d'en produire une meilleure traduction visuelle sur scène. Cela implique une considération culturelle de la pièce, de ses intervenants, des dialogues et du pays concerné. Rapprocher les deux cultures différentes d'une histoire afin d'en donner un texte convenable en sera la difficulté principale. En voyant pour la première fois la demande en mariage de Tchekhov, jouée en français, j'ai de suite pensé que cette pièce traduite en niçois pourrait très bien faire partie du répertoire de notre théâtre de Francis Gague. En effet, l'histoire résumée, Baptistin Caravelle, jeune homme hypocondriaque, propriétaire d'un terrain contigu à la propriété de ses voisins Xavier et Sersao, vient demander en mariage sa fille Margarine. L'appartenance de ce terrain va faire dégénérer cette demande en mariage. En effet, cette histoire russe pourrait se passer sans trop de changements dans la campagne de notre région. On y retrouve le même état d'esprit de nos paysans de cette époque, le même attachement à leur terre nourricière, les querelles de voisinage, les réparties moqueuses, la même truculence des personnages. En version niçoise, le changement de l'environnement, évidemment, s'imposait. En parlant des oliviers, des vignes, de la douceur du temps, d'un déjeuner à l'extérieur d'une maison, le paysage nordique s'est transformé en paysage du Sud. En ce qui concerne la fin de la pièce que j'ai prolongée par un nouveau désaccord sur la date du mariage des deux amoureux, j'ai pensé que chez nous, les réconciliations sont souvent un peu plus longues, ne serait-ce que par une mauvaise foi taquine que l'on peut attribuer à notre tempérament méditerranéen. J'ai vu l'ours en même temps que la demande en mariage, mais la réflexion d'adapter cette pièce en niçois a été beaucoup plus longue. Le résumé de l'ours, c'est Augustine, veuve depuis 7 mois, s'est retirée du monde et refuse de recevoir Thomas,
un exploitant à qui son mari devait de l'argent. Devant ce refus, un face-à-face très serré s'instaurera entre ces deux personnages. Je ne voyais pas ce type d'histoire de culture beaucoup plus slave se dérouler dans notre région. Je ne savais plus que faire de ces personnages haineux, durs, intolérants qui s'injurient méchamment tout au long de la pièce. Le titre, déjà, m'a posé problème. Nous ne voyons ces bêtes chez nous que dans les cirques. Et bien qu'il s'agisse d'un sens figuré, j'ai rarement entendu qualifier quelqu'un d'ours en histoire. L'escaramuccia, escarmouche en français, signifiant combat de petite durée, me parut mieux adapté, mieux en accord avec le mouvement plus aérien que je voulais donner à la pièce. En effet, tout en conservant cette situation très forte de cette dispute, de ce duel inattendu qui valorise l'action de la pièce, j'ai imaginé une fin avec un peu de douceur et de tendresse, provoquant ainsi un contraste scénique inattendu. Une troisième pièce dont l'adaptation m'a paru intéressante est L'homme, la bête et la vertu de l'auteur italien Luigi Pirandello, 1867-1936. Le titre en histoire, Ciculata et vertu, m'a été inspiré par un passage clé de l'histoire qui m'a permis de développer le sujet en une pièce qui quasi vaudevillesque, au dire de certains. Raphaël, professeur célibataire, lâche, veule, hypocrite, maniaque, a pour maîtresse Rosalie, femme prude et vertueuse, présidente des dames moralistes de la paroisse de l'église du port, qui attend un enfant de lui. Comment faire accepter comme légitime cet enfant, alors que le mari, capitaine au long cours, est absent depuis 6 mois et que le couple fait chambre à part depuis de nombreuses années? La solution viendra lors d'une escale de 24 heures et de l'ancêtre du Viagra. Ici, mettre en concordance les différentes cultures des intervenants ne m'a pas trop posé de problème, car on retrouve ce genre de qualité, entre parenthèses, au-delà de chaque frontière. C'est plutôt de donner un certain équilibre comique à la pièce que je ne retrouvais pas à la lecture du texte de Pirandello, qui m'a incité à en changer quelques passages. En effet, les personnages de l'auteur, qui me paraissaient assez raides et trop prisonniers de leurs défauts, ne convenaient pas à notre caractère plein de vitalité et de fou. En donnant un rythme soutenu au déroulement de la pièce, en amenant des quiproquos inattendus entre les personnages, l'histoire se terminera sur une fin très surprenante. C'est d'avoir vu et lu les pièces de Tchekhov que m'est venue l'envie tardive de traduire certaines pièces de théâtre en histoire. Peu importe l'histoire, le lien, le thème, les personnages, une bonne adaptation, une bonne traduction permettent à de petites langues comme les nôtres de jouer des œuvres de grands auteurs comme Tchekhov. Pour ce genre de différences socio-culturelles qui n'ont aucun équivalent exact, la traduction se fera par des approches particulières. Faire en sorte qu'un texte étranger puisse être joué convenablement sur scène par des comédiens et accepté par le public. Pour généraliser davantage, on peut dire que la traduction est une opération qui sert à assurer la survie d'une œuvre, quand bien même serait-elle en langue minorée. Personnellement, je n'aime pas cette appellation de langue minorée, que je trouve blessante.
à la limite vexante. Pour moi, le niçois a été ma première langue, celle dont les mots d'amour, de tendresse et de jurons et de colère ont bercé mes oreilles depuis mon plus jeune âge, celle dont les expressions typiques et colorées ne peuvent se traduire que par des approximations. Je dois vous avouer qu'à part le français appris à l'école et le niçois appris en famille, ma connaissance des langues s'arrête là. Mais je suis persuadé que la traduction sera de plus en plus un lien pour la compréhension des peuples entre eux. Merci beaucoup, Laurent, pour ce témoignage. Oui, on a quelques minutes pour poser des questions à Laurent avant qu'il s'en aille. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que Laurent a adapté et mis en scène des spectacles qu'on va voir ce soir. La demande en mariage et l'ours de Tchekhov, qui vont être joués ce soir au théâtre l'histoire de Francis Gag. Et pour la première fois ensemble Pour la première fois ensemble et dans l'ordre, parce que j'ai vu jouer cette pièce plusieurs fois et elle commence toujours par la demande en mariage et finissent par l'ours. Voilà. Alors, l'ordre sera respecté ce soir. Elle a déjà été jouée en niçois. Elle a déjà été jouée en niçois chez nous, oui, bien sûr. Et elle a été jouée en Russie, à Syktyvka, au théâtre national de cette ville, la directrice Marlène Korchakova, qui nous avait invités il y a 4 ans. Et donc je la remercie encore aujourd'hui. Alors, si je fais la traduction en picard, les gens vont d'abord dire on ne peut pas traduire Tchekhov en picard, parce que Tchekhov, c'est une météorite qui arrive là. Donc, comment a réagi le niçois? Non pas à la pièce, mais à l'idée même de la pièce. Eh bien, je dois vous dire qu'ils n'ont pas été trop dépareillés, parce que les personnages de la demande en mariage, on les retrouve dans des pièces de chez lui, dans la Pignata d'Or par exemple, où la mentalité paysanne, les agissements de ces gens de la terre qui ont un seul bien véritable, c'est la terre nourricière, c'est ce qui leur permet de vivre. Et j'ai trouvé que Tchekhov, dans la demande en mariage, avait connaissait parfaitement l'esprit paysan, parce que dans les deux amoureux, finalement, ils ne s'aiment qu'à condition de pouvoir avoir cette terre qui les sépare. Et ils ne réagissent pas, ils ne réfléchissent pas qu'en se mariant, cette terre va être commune. Donc, ils ont de la peine à donner raison à l'appartenance du terrain. Mais la pièce chez nous a été très bien acceptée. Elle a été acceptée en rayon, d'ailleurs, parce qu'elle est très, très comique. Et c'est là qu'on reconnaît un peu Tchekhov, qui commence toujours un peu ses pièces assez lentement, d'une façon calme, pour arriver à des situations qui sont assez, pas dramatiques, non, mais très coléreuses. Voilà. Скажите, пожалуйста, если в каких народах, кроме русского, еще переводились в репертуар театра и ставились? Pardon. Donc
la question que Madame a posée, pièces de quels autres peuples ont été traduits dans le théâtre que Laura représente ici et qui ont été mises en scène? Alors, chez nous, en ce qui concerne le théâtre, notre théâtre niçois, excusez-moi, il n'y a que Tchekhov et Pirandello, italiens, dont les pièces ont été traduites en niçois. Nous débutons un peu dans ce volet. Il y en aura certainement d'autres. Mais ce qui nous a incité à faire évoluer notre programme, c'est que pendant des années et des années, nous ne jouions que les mêmes pièces du président de l'époque, M. Francis Gall, qui avait créé le théâtre niçois de son propre nom. Et c'est vrai que lorsqu'il a disparu, nous n'étions pas prêts finalement à continuer ce théâtre. Et c'est son fils qui en a pris la responsabilité, M. Pierre-Louis, mais en se posant cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Continuer à jouer toujours les mêmes pièces? Ou alors laisser mourir le théâtre petit à petit, parce que les gens les connaissaient mieux que nous, ces pièces, depuis qu'ils les voyaient. Et c'est de là que, parmi la troupe, s'est révélé les auteurs, les metteurs en scène, les traducteurs de pièces. Ce qui nous a permis d'étoffer notre répertoire d'une quinzaine de pièces depuis une vingtaine d'années. Je dirais peut-être quelques mots pour compléter. C'est vrai que là, Laurent parle de cette nouvelle stratégie de traduction et d'adaptation. Ça va? Ça marche. Mais en fait, l'adaptation et la création sont étroitement liées, et Francis Gag lui-même, donc à partir des années 1930, s'était inspiré de sa première pièce, c'était Le Sartre Matacien, où s'était inspiré de Pergolèse de la Servante. De Pergolèse, donc elle a déjà eu quelques adaptations très libres de Goldoni aussi. Alors Goldoni n'avait pas terminé, c'était un texte inachevé de Francis Gag que son petit-fils a achevé à sa manière et qui fait partie de ses nouvelles créations de ces dernières années. Oui, en fait, il y a du russe et de l'italien chez nous. Ah, non, oui, du français aussi, parce qu'il y a une pièce de Feydeau qui a été adaptée. Il y a une pièce de Feydeau qui a été adaptée à un moment donné. Oui, Feydeau, oui. Donc il y a aussi du théâtre français adapté. Français. Oui, il y a eu d'autres pièces qui ont été adaptées. Après, par la suite, je vous dis, il y a eu depuis une quinzaine de créations et de traductions de pièces dont Feydeau. Il y a eu Tchekhov, Pirandello, Godon, en italien, et toutes ces pièces ont fait partie de notre répertoire sans en changer la trame véritable, parce qu'on retrouve la façon adaptée, retrouve nos personnages méditerranéens. Voilà. Скажите, пожалуйста, при такой адаптации, при таком переводе Чехова, это получается такой жанр перепева, то есть рождается новое произведение. Нельзя ли сказать, что вот этот процесс, он стимулирован тем, что есть недостаток в оригинальном материале? Понимаете, это какой-то мостик к оригинальному материалу. Скажите мне еще раз по-русски. Я повторю просто, чтобы, значит, перевод, адаптация, то есть она изначальную фазу теряет. Да. Вот при таком переводе, при такой адаптации, это рождается жанр перепева, рождается новое произведение даже, тут может быть звучит уже изменен, переработан, и это явление может быть вызвано тем, что существует недостаток в оригинальном материале, нет оригинального материала. Может быть, это просто какой-то мостик к рождению вот какого-то нового этапа развития драматургии своей. Ok, donc je vais reformuler les questions. Madame demande si par exemple on fait une adaptation du russe Tchekhov, un niçois, bon bien sûr effectivement on va faire quelques changements en transformant l'une à l'autre, comme ça on va avoir encore peut-être une autre pièce, déjà une pièce différente. Est-ce que d'après vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être c'est le manque du matériel local qui fait naître ces adaptations qui sont plus ou moins différentes par rapport à l'original.
Moi, je ne trouve pas que, comment dire, qu'il y ait une grande différence. La différence, elle n'est que davantage scénique par rapport au paysage. Les changements de culture, la culture, on les adapte, enfin, personnellement, je l'adapte au caractère qu'on a chez nous, mais les dialogues, le sens de l'histoire ne varie pas beaucoup. Sinon, si ce n'est que en Russie, la pièce, je suppose que la pièce, je l'ai jamais vue jouer en Russie, mais elle doit se passer à l'intérieur, tandis que nous, ça se passe à l'extérieur, dans une campagne, au milieu des oliviers, au milieu des vignes, qui déterminent le paysage méditerranéen, au lieu d'avoir un décor de neige blanchâtre. Voilà, les grandes différences, je pense, sont dans la mise en scène. Mais après, l'histoire, surtout de Tchekhov et de l'ours, les histoires n'ont pas changé, ce sont les mêmes, si ce n'est, par exemple, moi, dans l'ours, il y en a qui le verront ce soir, j'ai fait terminer la pièce sur un tango argenté. Voilà. Et ce qui donne l'effet assez surprenant à la fin de la pièce. Alors ce sont des petites adaptations comme ça qui ne changent pas la pièce, qui l'étoffent un petit peu. Лоран объясняет, что, допустим, он, конечно, добавил какие-то детали. Совершенно неожиданным выглядит финал с аргентинским танго в пьесе «Медведь» Чехова. Но это детали, понимаете, они местного характера, то есть они более, то есть они адаптированы именно к местному театру и к местной публике. Mais ça ne change rien à l'auteur, car le traducteur, finalement, a besoin d'un auteur. Non. Mais qu'est-ce qu'on appelle matériel? Je sais pas. Ah oui, ça complète. Oui. Mais, Yes, да. C'est le manque de... Oui, en fait, c'est vrai que disons, le répertoire en pièces niçoises, en théâtre niçois, est relativement pauvre. Si ce n'est... Bon, dans la région, il y a le théâtre... Il n'y a que nous, finalement, il n'y a que le théâtre niçois franciscain qui est capable de jouer des pièces en niçois. Après, ce sont des piécettes ou des gags que l'on qui sont joués, mais un véritable théâtre, c'est le nôtre, c'est le théâtre niçois de Francis Gall. Je ne dis pas ça par forfanterie, mais c'est parce que je vois personne d'autre. Et Мы ответили, да, на вопрос? Игорь, И это даже не вопрос, а скорее ремарка. Я послушал содержание доклада и хочу сказать вам огромное спасибо за вашу большую подвижническую работу, которая должна, я думаю, стать примером для многих. Alors, ce n'est pas une question, c'est une observation. Merci beaucoup pour le rapport que vous venez de faire et pour le travail que vous avez effectué afin de préserver la culture locale et le théâtre en la langue locale, niçoise dans ce cas-là. Voilà, alors bonne soirée pour ceux qui viennent. Всем хорошего вечера.